Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV. Comme tous les jours, on ouvre cette émission avec une page de notre actualité. Au menu du jour, un point sur les finances de la ville. Alors que se déroulait la semaine passée, le Conseil de Paris, l'Assemblée délibérante de la ville, a notamment statué sur le vote d'un budget supplémentaire accordé à la mairie de Paris pour mener ses projets. On va faire le point avec nos invités sur le sujet alors que les finances de la ville sont sous haute tension avec, je vous le rappelle, plus de 10 milliards d'euros de dettes. De la culture avec le retour de Dolce Vita sur scène, le meilleur du cinéma, de l'Italie et de l'amitié entre Rome et Paris. Ça sera aux arènes de Lutèce du 4 au 8 juillet et on en parle bien sûr dans l'entretien culture tout à l'heure. De la conso et un point sur la sécurité de vos véhicules après le scandale des airbags Takata. Alors QFC Que Choisir porte plainte contre 4 constructeurs automobiles. Eh bien on fait le point sur la situation et on essaye de vous informer pour vous aider à essayer de savoir si vos véhicules sont concernés ou non et bien sûr comment réagir. On en parle en fin d'émission. Forte tension au dernier Conseil de Paris, l'opposition y a dénoncé un dérapage historique des finances de la ville alors que l'Assemblée délibérante devait trancher sur l'octroi de crédits supplémentaires non prévus initialement par le vote du budget en décembre. On va écouter Rachida Dati, ministre de la Culture et maire du 7e arrondissement de Paris qui s'est exprimée sur le sujet pendant ce Conseil de Paris. Il manque à la ville de Paris 120 millions d'euros pour boucler le budget 2024. C'est vraiment 120 millions d'euros. Où sont passés ces 120 millions d'euros? La question est simple. Où est donc passé l'argent issu de l'explosion de 62% de la taxe foncière? Ce trou de 120 millions d'euros dans les finances de la ville est la preuve que vous dépensez sans jamais compter. Mais dépensez-vous utilement? C'est non. C'est une des réactions de l'opposition à ce vote supplémentaire du budget et l'occasion pour nous de revenir justement sur les finances publiques de la ville de Paris. On va en parler avec nos invités en plateau. David Alphin, vous êtes coprésident du groupe Changer Paris et élu du 16e arrondissement. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes accompagné en plateau de Maude Gattel. Merci également, présidente du groupe Modène et indépendant au Conseil de Paris, ainsi que de Jean-Philippe Fellman, chercheur à l'IREF. Merci beaucoup d'être avec nous tous les trois. Peut-être un mot d'abord sur ce Conseil de Paris qui s'est tenu donc la semaine dernière, du 3 au 6 juin. Qu'est-ce qui était à l'ordre du jour ? Alors, il y avait beaucoup de sujets à l'ordre du jour, mais effectivement, les sujets budgétaires ont entamé ce conseil et ont donné finalement le là, avec 2 examens. D'abord, les comptes administratifs 2024, c'est-à-dire qu'on fait le bilan de ce qui a été perçu et de ce qui a été dépensé. Et on aura l'occasion d'en reparler. Donc, c'est les recettes et les charges ? Exactement. On peut le dire comme ça ? Le réel, c'est-à-dire ce qui a été fait réellement, ce qui nous permet à la fois d'évaluer les estimations qui avaient été faites par la ville de Paris, totalement surestimées, et en face, les dépenses qui ont été effectivement réalisées. Et comme vous le mentionniez, il y avait également le sujet du budget supplémentaire, donc là pour l'année 2025. Et effectivement, nous avons une fois encore dénoncé la trajectoire budgétaire de la ville, cette dette qui ne cesse d'augmenter et une trajectoire budgétaire qui a finalement marqué un tournant historique en 2024 avec, en fonctionnement, un compte déficitaire. Ça ne s'était jamais vu. Et puis évidemment, en face on parle de chiffres, mais en face, il y a des projets, il y a des promesses qui ont été faites de non-augmentation des impôts, mais il y a aussi des promesses qui ont été faites et non tenues de la même manière sur des projets pour les quartiers, de la végétalisation. Des projets qui ne sont pas menés, c'est encore plus embêtant évidemment quand on pense à ce budget déficitaire. Absolument, c'est parce qu'il y a des promesses qui ont été faites qui ne seront pas tenues, à la fois sur la non-augmentation des impôts. Je rappelle, c'est une promesse qui avait été faite par Madame Hidalgo, qui n'a pas été tenue. Notamment avec l'explosion de la taxe foncière. Avec l'explosion de la taxe foncière, je rappelle que dans son premier mandat, toutes les taxes déjà avaient augmenté. Et dans son second mandat, c'est effectivement l'augmentation des impôts à travers cette explosion de la taxe foncière. Donc des promesses non tenues. Des promesses non tenues à la fois sur les impôts et les taxes des Parisiens, mais aussi sur ce qu'on promet en face. Et moi, je dénonce à la fois une dette financière, mais aussi une dette écologique, parce que ces projets qui ne se font pas, c'est l'adaptation de la ville au changement climatique qui ne se fait pas suffisamment rapidement. Alors que c'est la ligne de crête, mais de la politique de la mairie de Paris et d'Anne Hidalgo. Alors que c'est la promesse, et c'est
ça fait partie des choses que je dénonce avec force parce que à la fois on va dans le mur budgétaire et en même temps on va dans le mur écologique parce qu'on ne va pas suffisamment vite dans l'adaptation de la ville au changement climatique. David Alphonse, c'est important de repréciser un peu le contexte et d'expliquer que le budget avait été voté en décembre 2024. Donc là, c'est le budget général qui avait été voté. Déjà, tout le monde tirait la sonnette d'alarme. On parlait de 11,3 milliards d'euros de budget. C'est ce qui a été voté en décembre. C'était déjà énorme et déjà l'opposition disait non, mais on va dans le mur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les finances de la ville de Paris sont en plein effondrement. Une ville, n'importe quelle collectivité territoriale, a une obligation à respecter, c'est de présenter un compte à l'équilibre. Or, précisément, la semaine dernière... Ce que doit faire tout contribuable aussi et toute entreprise en France, on le rappelle, et on en parlera évidemment avec Jean-Philippe Fellman. Et la semaine dernière, eh bien, la vérité est apparue au grand jour. Puisque, malgré tous ces efforts de dissimulation, cette année, la ville de Paris n'a pas pu masquer son déficit. Elle fait un déficit de 120 millions d'euros, comme le rappelait Rachida Dati la semaine dernière. Mais derrière ces 120 millions d'euros, il faut bien comprendre qu'il y a une dette qui est en train de s'accumuler. Chaque année, Madame Hidalgo rajoute 1 milliard d'euros de dettes supplémentaires à la charge des Parisiens. Aujourd'hui, nous en sommes à près de 12 milliards d'euros. Ça a une conséquence pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui habitent Paris, c'est qu'ils vont devoir régler l'addition pendant les 30 ans qui viennent. Ça veut dire quoi, régler l'addition ? Régler l'addition, ça veut dire que le remboursement de cette dette va devoir s'opérer. Un jeune Parisien qui nous écoute et qui a 25 ans devra payer la facture de Madame Hidalgo jusqu'à ses 55 ans. C'est ça la réalité. Jean-Philippe Fellman, c'est vrai que quand on regarde la situation budgétaire de la mairie de Paris, l'état des finances, on se dit que c'est assez incroyable, que c'est une situation ubuesque, en tout cas pour les contribuables, ceux qui nous écoutent, les entreprises aussi. On dit qu'entreprendre en France est compliqué, on pourrait évidemment pas se retrouver dans une situation comme ça et rester à la tête d'une entreprise. Est-ce que c'est aussi inhabituel dans le cadre d'une mairie, dans le cadre d'un département, dans le cadre d'une collectivité territoriale, ou est-ce que finalement ça reste assez fréquent quand on parle de finances publiques ? Je crois que c'est assez fréquent en France, même au niveau de l'État. Oui, c'est vrai. Je pense qu'il y a un concours entre Notre-Dame de Paris, d'un côté, et les gouvernants de la France depuis un demi-siècle, à peu près. Donc, il y a des collectivités... c'est une sorte de mode de fonctionnement aussi ? Il y a un budget de fonctionnement qui est énorme à Paris. Alors, Paris, c'est la capitale de la France, c'est une des villes les plus importantes au monde, bien entendu. Il y a 55 000 agents à Paris. Ça fait quand même beaucoup. Les effectifs ont augmenté de manière substantielle sous Anne Hidalgo. On aimerait bien que la plupart des agents travaillent 35 heures à Paris. Ça serait déjà une bonne chose aussi. Vous sous-entendez qu'ils travaillent moins de 35 heures ? Ils travaillent officiellement moins que 35 heures, bien entendu. Alors, ce qui éviterait aussi, c'est toujours la même chose, parce qu'on dit qu'il manque des fonctionnaires. Donc, ça vaut pour Paris comme ailleurs. Mais il faudrait déjà que les fonctionnaires travaillent la durée prévue. Donc, c'est le cas au niveau de l'État, normalement. Ça n'est pas toujours le cas au niveau local. Donc, ce n'est pas seulement la situation de Paris, mais c'est la situation de Paris aussi. Ça, c'est le résultat quoi ? D'une mauvaise gestion ? Eh bien, c'est du marché politique. Tout simplement, c'est ce qu'on appelle le marché politique, c'est-à-dire que le marché politique, c'est le fait de faire des promesses et d'avoir des voix en retour. Il y a beaucoup de clientélisme. Alors, c'est pas propre à Paris, bien entendu. Ça existe dans d'autres villes en France. Je sais bien que c'est un élément dans le budget en lui-même. Il y a quand même des subventions aux associations qui sont complètement délirantes, avec un argent quand même que vous avez des difficultés à gagner. Ensuite, vous payez vos impôts et ensuite vous voyez que votre argent il part en Méditerranée ou je ne sais où, en Afrique ou en Amérique du Sud. Vous savez pas pourquoi. Donc ça, c'est une question de traçabilité aussi et de transparence ? Indépendamment de l'usage effectif de cet argent transparence, public. Il n'y en a pas beaucoup parce qu'on sait que c'est assez confus. Et en plus, d'ailleurs, moi je m'amuse chaque année à regarder, par exemple, où vont les subventions aux associations. C'est un travail de bénédictin parce que tout est fait pour compliquer les choses pour les chercheurs. Maud Gattel, vous confirmez qu'on manque de transparence, indépendamment même de la manière dont est alloué cet argent public ? Absolument, et d'ailleurs c'est un projet que David Alphonse et son groupe a porté lors du dernier Conseil de Paris, c'est de plus de transparence, plus d'information, plus d'évaluation pour les associations. C'est quelque chose qu'au sein de mon groupe Modem et Indépendant, vous défendez également ? C'est-à-dire, moi d'abord j'ai un principe, c'est dans la situation des finances telle qu'elle est actuellement, on doit réévaluer toutes les dépenses et notamment les subventions aux associations à l'aune de l'intérêt des Parisiens. Et donc se serrer la ceinture et faire des choix ? Faire des choix, il y a des priorités et je considère que nous, en tant qu'élus, on doit être en capacité d'évaluer l'impact des subventions
qui sont versés à ces associations. Donc c'est une sorte de cartographie des besoins associatifs et de notre liste de priorités. Et on essaye, avec le budget qui nous est alloué, sans rentrer dans cette logique déficitaire, de répondre à ces besoins. Absolument, sachant que beaucoup d'associations parisiennes, et la quasi-totalité des associations parisiennes, mènent une action fondamentale en matière de politique publique au service des Parisiens, sur le sport, sur oui, il n'est pas question de supprimer ces associations. Pas. Simplement, nous, ce qu'on demande, c'est que, on ait l'ensemble des éléments d'information pour évaluer l'action et donc l'impact au service des Parisiens. Et sur la spécificité dont vous parliez, c'est-à-dire les subventions à l'international, moi je défends une vision très internationale de la ville de Paris. Mais je considère qu'il faut qu'on ait une stratégie. Aujourd'hui, il n'y a aucune stratégie. Donc on éparpille un petit peu d'argent à droite, à gauche. Et donc Paris est une ville-monde et Paris se doit de rayonner à l'international, mais malgré tout, on doit faire des choix, surtout dans ce contexte économique. On doit faire des choix et on doit connaître le retour, le bénéfice pour les Parisiens. Je n'ai pas d'opposition de principe à ce qu'on aide des collectivités territoriales. On doit pouvoir quantifier ça va évaluer aux Parisiens. Et aujourd'hui, franchement, il y a parfois des intitulés de subventions qui prêtent à sourire. On se dit, bon, ok, c'est pas comme si l'argent coulait à flot à Paris. Ça n'est pas le cas. Et comme tout ménage, quand les recettes diminuent, il faut qu'on faire des choix. Ce que les dépenses, la priorité des dépenses à faire. Paul Simondon, l'adjoint en charge des finances, avait reçu il y a à peu près 3 semaines des journalistes dans son bureau pour les préparer, leur expliquer la situation des finances publiques de la ville de Paris, avant de révéler et de parler d'un excédent de fonctionnement plus bas qu'espéré. C'est les recettes dont vous parliez tout à l'heure qui ne sont pas aussi élevées qu'espérées. C'est quoi un excédent de fonctionnement et pourquoi on se trompe à ce point-là? Parce que là, on se trompe sur des sommes qui sont extrêmement importantes. Mais parce que l'équipe municipale sortante ment. Elle ment sur les chiffres, elle ment sur les prévisions. Forcément, si vous prévoyez en 2024 des rentrées fiscales très supérieures à ce qui va réellement rentrer dans les caisses, nécessairement, à la fin, vous avez comme un problème. C'est comme quand une famille surestime le salaire qu'elle va percevoir à la fin du mois. Elle aura du mal à boucler le mois suivant. Et donc on ne peut pas se tromper de bonne foi. On a alerté depuis 18 mois sur la surestimation de ce qu'on appelle les droits de mutation. Bien sûr. C'est alors cette année, en 24, 1,1 milliard. Mais ça a été jusqu'à 1,65 milliard. Donc c'est énorme. Les droits de mutation qui concernent les actes notariés. Exactement. Et lorsque... on connaît les trajectoires, on connaît le prix du marché immobilier, on sait le nombre de transactions à peu près. Et moi, j'avais alerté sur le fait que c'était surestimé de 300 millions. À 3 reprises. Et pourquoi cette surestimation a été finalement assez intéressante? C'est qu'en face, comme ça, vous ne baissez pas les dépenses. Mais la surestimation, elle était connue parce que le retournement du marché immobilier à Paris était connu. N'était pas une surprise. C'était absolument pas une surprise. Donc là, on fait semblant de découvrir, il y a un trou de 120 millions d'euros. Mais en fait, on le savait depuis très longtemps. Mais ça permettait de ne pas baisser en face les dépenses, parce qu'effectivement... On restait à l'équilibre. Exactement. Jean-Philippe Felman, ça c'est ce qu'on observe sur tous les bilans comptables, c'est finalement arriver à estimer ce qu'on va effectivement percevoir comme recette pour derrière se dire je peux donc sans problème dépenser cette somme sans me mettre en défaut. Est-ce que finalement c'est quelque chose qu'on peut toujours prévoir? On sait, là on parle du marché de l'immobilier, ça reste un marché assez volatile. Est-ce que décemment la mairie de Paris pouvait de bonne foi espérer percevoir cet argent? Alors je vais encore faire un parallèle avec le niveau national. Demander à M. Bruno Le Maire s'il a parfaitement estimé les rentrées fiscales de l'État ou les dépenses. Ça n'a pas toujours été le cas. Cela dit, il y a une spécificité fiscale au niveau local, il y a une spécificité de finances publiques, c'est-à-dire qu'au niveau national, on fait plus ou moins ce qu'on veut. Au niveau local, il y a ce qu'on appelle, de manière un peu exagérée d'ailleurs, la règle d'or budgétaire au niveau local. Donc les dépenses de fonctionnement doivent être à l'équilibre. Bon, ça n'existe pas au niveau de l'État, il n'y a aucune règle financière, on fait ce qu'on veut. Mais la mairie de Paris est tenue. Donc, comme toute ville, comme toute ville. En revanche, les investissements, c'est autre chose. On peut faire des investissements, et parfois, il y a des investissements qui sont extrêmement importants. Mais voilà, donc, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que même le budget de fonctionnement est en très grosse difficulté. Pourquoi? Parce que je dirais que
il y a des petits écureuils qui existent parfois, mais à Paris, l'écureuil n'a plus de noisettes depuis très longtemps. C'est-à-dire que quand vous savez qu'il va y avoir des difficultés, vous mettez de l'argent de côté, comme tout ménage. Dans certains cas, on n'en met pas parce qu'on investit. Alors c'est ce qu'on nous dit aussi à la mairie de Paris, j'investis. Simplement, les investissements, on a du mal à voir un petit peu leur réalité, surtout pour les générations futures, dont certains sont très friands. Donc c'est la réalité des choses, c'est-à-dire qu'effectivement il y a peut-être des difficultés qui arrivent à un certain moment, on ne les a pas du tout anticipées. Et je ferai remarquer quand même que l'année dernière, on était dans la même situation qu'aujourd'hui, alors en moins catastrophique, mais il y avait déjà un budget qui avait été mis en place au milieu de l'année. L'opposition dénonçait déjà le budget Anne qui Hidalgo, était... je regardais pour préparer l'émission, je regardais cette lettre qu'elle avait envoyée au préfet, je crois que c'était au début du mois de juillet de l'année dernière, où elle disait, en gros, ça n'est pas de ma faute. Premièrement, il y a eu effectivement moins de rentrées fiscales au niveau immobilier, comme si on n'avait pas pu anticiper les choses avec la crise du Covid, parce que pendant très longtemps, les prix ont augmenté de manière faramineuse à Paris jusqu'à, en gros, la crise du Covid, et puis depuis lors, il y a beaucoup plus de difficultés, les gens n'ont plus trop d'argent, les gens à l'international viennent un petit peu moins, sauf dans des secteurs très précis. Donc on pouvait anticiper les choses, il ne faut pas dire qu'on ne pouvait pas les anticiper. Et puis faire de la politique, c'est prévoir, paraît-il. Donc là, manifestement, on a des gens qui sont aveugles. On nous a dit également qu'il y avait des problèmes qui étaient dus évidemment à l'État, on n'en a pas parlé, hein, c'est toujours la faute de l'État. Hein, c'est-à-dire que ce la faute, notamment voilà, l'adjoint en charge des finances. C'est ça. Donc la faute, quand ça va mal au niveau de l'État français, c'est toujours à cause de l'Union européenne. Quand ça va mal au niveau des collectivités locales, c'est toujours à cause. Finalement, c'est ça. On essaie voilà. on ne trouve pas de solution. Et, alors, c'est pas totalement faux. Dans la mesure où il y a parfois des décisions de l'État qui ont un impact important sur les finances locales, ne serait-ce que l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires, c'est pas négligeable sur l'année 2024, et par exemple. Bon, et ça ne dépend pas des collectivités locales. Mais il y a quand même un gros problème. Encore une fois, on n'anticipe rien. Il y a peut-être des difficultés. Les difficultés, on les connaît. Tout le monde les connaît depuis la fin des années 2010. En fait, faut quand même pas exagérer. On ne découvre rien aussi. C'est ce que vous expliquiez tout à l'heure. Cette sonnette d'alarme a été tirée à de nombreuses reprises. Le budget, on parlait du peu de transparence qu'il y avait sur les finances publiques. Pour le coup, le budget est voté tous les ans. Donc on a finalement cette estimation d'à quel point les finances de la ville vont mal. On vit à crédit avec un déficit de 120 millions d'euros. Pour Jacques-Yves Bobo, le vice-président du groupe d'opposition Les Républicains et les Centristes, cela témoigne de l'obsolescence du modèle budgétaire parisien. Je le cite, vous gérez vos finances comme une sympathique amicale et vous allez bientôt chasser les codes promo sur les stylos à billes. Cette obsolescence du modèle du budget parisien, vous y croyez, David Alphand? Vous pensez que finalement ça ne peut plus fonctionner comme ça et qu'on doit repenser intégralement la manière dont est financée la ville de Paris et dont elle fonctionne? On a parlé des écureuils. Moi, j'aimerais filer la métaphore parce qu'il y a eu des cigales aussi dans cette ville. Parce que la ville de Paris n'a pas toujours eu à déplorer des chutes en matière de recettes de droits de mutation, c'est-à-dire les fameux frais notariés. Il y a 3 ans, la ville de Paris a atteint un pic historique à la hausse. 1,8 milliard d'euros perçus par la ville. À ce moment-là, c'était précisément le moment d'être fourmi et de prévoir pour les temps difficiles. Bien évidemment. L'opposition, tant notre groupe que celui de Maud Gattel, avait tiré la sonnette d'alarme. Mais on a préféré dépenser et continuer à dépenser sans compter. En surestimant les prévisions, on a parlé des droits de mutation qui étaient surestimés au cours des 2 dernières années, mais c'est vrai aussi sur la taxe de séjour, c'est vrai aussi sur les recettes de stationnement, c'est vrai à peu près dans tous les compartiments de jeu. Donc il y avait des possibilités d'augmenter les recettes de la ville de Paris, de conserver cette augmentation et de la mettre de côté pour derrière rééquilibrer les dépenses à venir. Absolument. Moi je fais une proposition depuis 10 ans chaque année pour dire les droits de mutation... Vous êtes courageuse, vous êtes pugnace. Je continue, voilà. Quelle est cette proposition? C'est de dire, les droits de mutation, on sait que c'est assez volatile, mais on a atteint, effectivement, depuis un certain nombre d'années, un plafond, et on a dépassé les 1 milliard d'euros de recettes chaque année. Et de dire, au-delà des 1 milliard d'euros, tout ce qui est en plus, on met de côté. Parce qu'effectivement, il y a des retournements de conjoncture, et puis quand on dit qu'on est à un point, à une impasse aujourd'hui dans les finances de la ville, c'est qu'en fait, on a tiré tous les curseurs jusqu'au bout. Que moi, quand je suis arrivée au Conseil de Paris, les cessions, c'est-à-dire les biens de la ville de Paris qui étaient vendus chaque année, des bâtiments, étaient à plusieurs centaines de millions d'euros. Et puis, par définition, il y en a de moins en moins chaque année. Or, c'est ce qui
permet aussi de faire le budget. De générer ces recettes, donc, bien sûr. En fait, les fameux loyers capitalisés, ce qu'on appelle une seule fois, alors que ça devrait être versé tous les ans pendant des dizaines d'années, eh bien, tout ça, ça se tarit. Toutes ces sources-là se tarissent. Et on arrive à un moment où, en fait, on est complètement dans une impasse. Faute d'avoir anticipé. Re-questionner ce que doit être le rôle de la puissance publique parisienne. Quelles sont ses missions fondamentales ? Absolument. Deuxièmement, les économies. Le mot économie est interdit à la mairie de Paris. Vous n'avez pas le droit d'en parler. Il y a des gisements d'économies. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on fait avec moins qu'on va mal faire, mais il faut questionner. Il faut questionner effectivement des pratiques qui sont un peu hors d'âge. On pourrait revoir ce genre de choses. Donc cette obsolescence du modèle budgétaire de la ville de Paris, vous y croyez ? Il est obsolète. Malheureusement, je crains qu'il ne soit obsolète et ça exige qu'on remette tout à plat, qu'on repense tout. Parce que on a besoin... D'abord, c'est une obligation morale à l'égard des générations qui viennent, parce que, oui, alors, la dette parisienne, bien sûr que... Vous rejoignez David Alphand sur ce qui va retomber sur les épaules du contribuable parisien, notamment sur les jeunes aujourd'hui ? Absolument, on est à 37 années pour éponger le déficit. C'est énorme. Un score jamais atteint. Donc il y a à la fois cette responsabilité à l'égard des générations futures, et il y a, lorsque David Alphand parlait de la charge de la dette, plus de 200 millions d'euros. 200 millions d'euros, c'est la moitié de ce qui est nécessaire pour adapter Paris au changement climatique. Et chaque année, 200 millions n'iront pas à l'adaptation de la ville au changement climatique, mais pour rembourser les intérêts de la dette. Et c'est criminel pour nos enfants et pour notre ville. Comment est-ce que vous expliquez qu'on soit autant en décalage avec la politique avancée par Anne Hidalgo ? Puisque finalement, moi, c'est ça que je trouve particulièrement intéressant, au-delà des logiques comptables, au-delà de cet endettement évidemment record et de ce que ça dit derrière de ce qui va incomber aux Parisiens, mais sur la partie purement politique, sur les engagements qui ont été pris par la maire de Paris, quand on écoute les conclusions de Maud Gattel sur le sujet. Mais parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Quand on n'a plus d'argent dans les caisses, on ne peut plus monter les projets. Bon, à Paris... Mais la volonté est quand même là, vous pensez ? La volonté, c'est rien si vous n'avez pas les moyens de mener à bien les projets. En plus, à Paris, on n'a pas de culture de l'évaluation. Nous, ce que nous demandons, avec Rachida Dati, c'est de mettre en place des indicateurs de qualité des services publics et de réalisation des projets à Paris. Donc les Parisiens notent la qualité de leurs services publics. Absolument. Par exemple, vous êtes satisfait ou pas du service de propreté dans votre quartier ? Vous êtes satisfait ou pas de la sécurité ? Par exemple, vous auriez à y répondre. Je ne vais pas répondre. Parce que nous, c'est ce que nous souhaitons mettre en place. Et puis, je ne veux pas être trop pessimiste non plus, et je veux dire que nous avons, malgré tout, dans notre proposition, un chemin alternatif à suivre. Et nous avons présenté, avec Rachida Dati et notre groupe au Conseil de Paris, dès le mois de décembre dernier, un projet, un contre-budget, avec près de 300 millions d'euros d'économie. Parce que, effectivement, le mot économie, c'est le grand tabou. On ne peut jamais en parler en Conseil de Paris et la ville ne veut pas en entendre parler. Mais pour autant, il y a un chemin à suivre demain lors de la prochaine élection municipale. J'ai une question à vous poser concernant les mots de Paul Simondron. Entendre les élus de l'opposition oublier qu'en 2024, il y a eu les JOP, les Jeux Olympiques à Paris. C'est quand même un défaut d'attention de votre part. Comment peut-on parler de ce qui est arrivé cette année, y compris budgétairement, sans remarquer que l'action de la ville a été en grande partie tournée vers la réussite de cet événement planétaire qui a été un triomphe. Ça, c'est les mots de l'adjoint à la mairie de Paris en charge des finances. Derrière, une réaction sur les recettes des Jeux, 3 fois supérieure à ce qu'on attendait. 76 millions d'euros, soit presque 3 fois plus que les 26,8 millions annoncés en décembre. Ça paraît complètement dingue d'entendre ça de la bouche d'un adjoint, alors qu'on voit derrière que les recettes justement des Jeux ont été au rendez-vous et plus qu'au rendez-vous, et on s'en réjouit. Oui, je pense que c'est un contre-feu. Il faut rappeler que Anne Hidalgo était plus que réservée sur les Jeux Olympiques initialement, et puis finalement elle a changé d'avis. Moi, j'attends de voir les chiffres définitifs quand même. Ah d'accord, donc j'attends de voir les chiffres définitifs de manière globale, savoir ce que ça a coûté aux contribuables au niveau national quand même, ça m'intéresserait. Donc je prends avec beaucoup de réserve les chiffres qui ont été publiés jusque-là. Il y a quand même eu quelques milliards d'euros des contribuables qui sont passés par là. Les Jeux ne payent pas les Jeux, ils ne payent jamais les Jeux. La seule fois, ou quasiment la seule fois où les Jeux ont payé les Jeux, ça a été les Jeux
du secteur privé à Atlanta en 1996. Je ferme la parenthèse. Je voulais revenir si vous me permettez, sur la question de la situation qui est bloquée actuellement au niveau de Paris. C'est qu'en fait, la mairie de Paris se trouve dans une impasse parce qu'elle est tenue par une sorte de clientélisme qui est vraiment gravé dans le marbre aujourd'hui. On donne de l'argent et on se retrouve à un moment où on ne peut plus en réalité faire d'économie. Je rejoins ce que disait Madame, parce que ça me paraît le point capital, au niveau local d'ailleurs comme au niveau national, parce que c'est un peu le même discours que François Bayrou au niveau national. Alors je ne suis pas bayrouiste, mais je pense qu'il a parfaitement raison sur ce point. C'est redéfinir les missions. Il faut redéfinir les missions de l'État au niveau national, il faut redéfinir les missions au niveau local, pour être plus efficace, pour laisser au secteur privé ce qui doit être laissé au secteur privé, et pour être effectivement plus efficace au niveau de la sphère publique, que ce soit au niveau national ou au niveau local. J'ai quand même une petite note de désespoir pour l'année prochaine, parce que je crois à lire les programmes, très flous il est vrai en ce moment, des candidats de gauche et d'extrême gauche. Il y en a beaucoup à la mairie de Paris, je ne vois pas beaucoup d'économies. Et j'ai pris connaissance des 100 pages, des 6 contributions générales au congrès du Parti socialiste. C'était en double colonne. J'ai mis beaucoup de temps à en prendre connaissance. Il n'y a pas une ligne d'économie sur ces 100 pages. Donc je suis quand même très inquiet pour le futur de Paris. Parce Donc il n'y a pas de prise de conscience ? Quand on nous dit qu'on va mettre 37 années peut-être à éponger le déficit, j'espère que ces 37 années, finalement, c'est peut-être une bonne nouvelle, parce qu'on est peut-être parti pour avoir, si ça se passe mal l'année prochaine, pour certains, on est peut-être parti pour plus que 37 années, parce que je crois qu'il y a quand même des gens qui manifestement n'ont pas pris n'ont pas pris conscience du caractère catastrophique des choses, avec toujours le principe, il faut dépenser, il y a toujours des dépenses, le budget doit toujours croître, il n'y a aucune économie, et s'il y a un problème, eh ben on va le chercher chez qui ? Chez les riches, bien entendu, c'est-à-dire chez les autres. Je remontais un peu le moral de mon voisin de gauche, parce que vous allez nous parler de la candidature de Rachida Dati ? Non, je vais vous parler de là où on peut faire des économies à Paris, parce que c'est vrai, on a parlé des subventions. Alors il y a des dizaines de milliers d'euros qui partent en Colombie pour l'écoféminisme. Il y a de l'argent qui part pour faire des expositions à Détroit que les Parisiens ne verront jamais. Il y a de l'argent qui part, 100 000 euros pour SOS Méditerranée. Mais par ailleurs, il y a vraiment moyen de faire des économies à Paris. Premièrement, et vous en avez parlé tout à l'heure, monsieur, sur le travail des agents de la ville, qu'on passe déjà la majorité d'entre eux à 35 heures. C'est une source d'économie considérable. On sait ce que ça représente ? Nous l'avons chiffré à plus de 60 millions d'euros par an. Ok. Et par ailleurs, vous n'avez pas à embaucher des agents supplémentaires. Deuxième source d'économie considérable, c'est qu'on arrête avec les préemptions extrêmement onéreuses et dispendieuses à Paris. Imaginez-vous qu'à Paris, en 2008, la ville de Paris, la majorité sortante, a préempté un immeuble avenue Georges V pour plus de 30 millions d'euros. Pour y faire quoi ? Soi-disant du logement social. Il n'y en a pas un qui soit sorti jusqu'à présent, après 15 ans de péripéties judiciaires, etc. Nous, ce que nous disons, c'est stop aux préemptions, ça fera gagner 250 millions d'euros par an. La ville de Paris a aujourd'hui atteint le quota de logements sociaux, à savoir 25%. Nous arrivons à l'équilibre, donc on sort de cette logique-là. Dernier point, si vous me le permettez, il faut moderniser la ville. Il faut la moderniser. Ça, c'est des investissements. Oui, c'est pas des recettes. Non, bien sûr. Mais derrière, il faut la moderniser en termes de management. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'appelle l'intelligence artificielle. Mais il y a des communes qui sont en train de les mettre en place. Partout en France, partout dans le monde. Ça fait économiser de l'argent ? Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, à la mairie de Plaisir, dans les Yvelines, on parle à l'Île-de-France, eh bien, il y a un standard téléphonique qui est géré à partir d'une intelligence artificielle. Et quand la question est trop difficile, c'est un humain qui intervient. Alors on va vers un agent, bien sûr. Voilà. Donc on ne déshumanise pas le service. Par contre, on le rend beaucoup plus efficace. Et ça, c'est des gains d'efficacité, c'est des gains d'emploi. Et pourtant, ça fait longtemps que l'intelligence est artificielle à la mairie de Paris. On va passer à une dernière question avec vous, Maud Gattel, concernant justement les fins et les projets de ce budget supplémentaire de 267 millions d'euros. Est-ce qu'elles sont claires ? Est-ce qu'on sait au moins ce qui va advenir de cet argent et à quelle fin il va être utilisé ?
Alors non, on ne le sait pas puisque finalement c'est rétroactif, c'est-à-dire on vote dans le cadre du budget supplémentaire de quoi combler le trou du budget de l'an passé. Donc c'est pour panser les plaies. Exactement. Et ce qui est très ennuyeux, et moi je le regrette, c'est qu'il y a beaucoup d'annonces qui ont été faites par la mairie de Paris avec des projets qu'on peut ou non partager, mais en tout cas qui avait une certaine ambition, embellir votre quartier, le budget participatif, le plan vélo. Et en fait, là, on est à moins de 12 mois de la fin de la mandature. Et ces projets ne vont pas être menés à terme. Tous les projets qui ont été annoncés et qui ne seront pas mis en œuvre. Et moi, je regrette profondément ça parce que je pense que c'est aussi une source de défiance croissante entre les Parisiens et leurs représentants. On promet quelque chose, on vous dit allez aux urnes, allez voter, vous pouvez décider de votre quartier, et puis en fait on ne voit rien venir. Et donc je trouve qu'au-delà des promesses non tenues quand il s'agit d'augmentation d'impôts, les promesses non tenues en matière d'aménagement, c'est aussi fortement préjudiciable. On aura l'occasion de se retrouver pour continuer à en discuter avec, bien sûr, en ligne de mire, ces élections municipales de 2026 à Paris. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été présents en plateau et je vous propose qu'on passe tout de suite à l'entretien culture. Si vous avez du goût, vous aimez au moins autant le cinéma que l'Italie. Et vous allez donc adorer Dolce Vita sur scène, qui reprend ses quartiers dans les arènes de Lutèce, au programme des projections ciné évidemment, en plein air et pendant 5 jours, avec au menu des grands classiques comme Rome Ville ouverte en version restaurée. Dolce Vita sur scène, c'est aussi une exposition, des concours, des remises de prix, ainsi qu'une table ronde et des ateliers pour les jeunes publics, dont on va parler avec Francesca Pierantosi. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes présidente de l'association Palatine qui organise le festival Dolce Vita sur scène, 4e édition donc, je l'ai dit, du 4 au 8 juillet, l'occasion de rappeler les liens étroits entre la France et l'Italie et puis surtout entre Paris et Rome. Rome, bien sûr, vous le saviez, vous, que Rome et Paris sont liés par un jumelage exclusif? Eh bien, je ne le savais pas, mais je savais qu'on était liés déjà par notre patrimoine, par notre culture, par l'amour du beau et puis par la gastronomie aussi quand même. Oui, mais on est donc tout ça bien avant. Avant l'Europe, en 1956, Rome et Paris ont signé un jumelage exclusif. Dans l'année prochaine, on parlait des élections municipales, mais ce sera aussi le 70e anniversaire du jumelage. Donc là, c'est une édition vraiment spéciale. Je vois ici notre affiche magnifique. On est très fiers de ce rouge. Et vous savez que nous, on fait, ça c'est la première chose que je voulais dire en parlant du jumelage, qu'en fait, on fait un festival. À Paris, on amène Rome à Paris aux arènes de Lutèce. Donc, si vous voulez, c'est un peu Rome chez soi, dans le petit Colisée de Paris, dans les quartiers latins. Mais on amène aussi Paris à Rome, parce qu'au même moment, à Paris, à Rome, se déroule Nouvelle Vague sul Tevere, qui est un festival français de cinéma, des rencontres françaises. D'accord, donc il y a un double clin d'œil finalement. Exactement, c'est vraiment jumelé. D'ailleurs, en ouverture, comme vous avez dit, donc le 4 juillet aux arènes de Lutèce, il y aura une connexion en direct streaming, en duplex, pour faire rencontrer, même symboliquement, les deux publics, Rome et Paris, et les deux programmes. Voilà. Des publics qui sont liés par cet amour de l'Italie, sa culture, son patrimoine, sa gastronomie, bien sûr ses films. Qu'est-ce que vous diriez du cinéma italien? Qu'est-ce qui explique sa renommée? Et puis bien sûr l'engouement du public. Il ne faut pas me demander ça. Trop tard. Non, alors cette année d'ailleurs, le cinéma italien, il a donné, après comme toutes les formes d'art, il a des périodes d'or. Il a eu, et encore aujourd'hui, il est très vivant. D'ailleurs, à Dolce Vita sur scène, nous amenons les grands classiques du patrimoine italien qui sont connus et que les gens, le public a peut-être plaisir à découvrir et à redécouvrir, et d'ailleurs à regarder dans un cadre quand même, je peux dire, vraiment exceptionnel, parce que sous les étoiles de Paris, aux arènes de Lutèce, on a un grand écran. Oui, ça crée une émotion particulière. C'est une piazza. Vraiment, il faut venir. Il y a une atmosphère, c'est comme une piazza romaine. Mais cette année, c'est pas que le cinéma italien. En fait, nous, donc c'est le 130e anniversaire de l'invention du cinéma des Frères Lumière. Et donc, nous avons imaginé un hommage italo-français, romano-parisien. Et donc, nous allons projeter, il y aura aussi une exposition de photos d'ailleurs, qui est consacrée aux grandes productions, coproductions italo-françaises. Et c'est les plus grands chefs-d'œuvre du cinéma mondial. Et la France et l'Italie l'ont fait ensemble. De la Dolce Vita au Guépard, mais même Les Enfants du Paradis,
en 1945, avec le film avec qui nous ouvrons à Rome d'ailleurs, était une coproduction italo-française. Je ne le savais pas, je l'ai découvert en faisant la programmation du festival. Donc ces liens sont très étroits oui. et ils ont permis de construire un cinéma, vous l'avez dit, qui est mythique, qui est installé dans le patrimoine de chacun. Vous nous parlez de grandes fêtes urbaines, vous avez raison, il y a cette piazza qui va donc se tenir dans les arènes de l'ITES pour des projections gratuites sur grand écran, en plein air pendant 5 jours. Ça donne ce qu'on voit à l'image et c'est vrai que c'est des moments incroyables à partager. On va parler déjà dans un premier temps, si vous le voulez bien, de ces chefs-d'œuvre qui sont évidemment partie de notre patrimoine culturel, que certains connaissent, que certains ne connaissent pas, que certains vont redécouvrir en version restaurée. Vous ouvrez donc avec Rome Ville Ouverte qui va ouvrir ce bal avec les 80 ans du film. C'est les 80 ans. Chef-d'œuvre de Rossellini. Éruption de la réalité dans une Italie qui sortait du fascisme et dans une Rome à peine libérée. Et on la voit dans les rues. Bon, c'est un film que quand on le voit, chaque fois, c'est la première fois, vraiment. Est-ce que c'était une claque à l'époque, un film comme ça? C'est toujours une claque, mais il faut se mettre dans les chaussures et les chaussons de ceux qui ont mais c'était exactement ça, c'était une claque. Tout de suite un succès de public qui avait faim de vrai, pas seulement de réel et d'art, mais d'aller se regarder soi-même, parce que la dictature, c'est aussi l'impossibilité de se regarder, et avec un code visuel de récit qui était complètement révolutionnaire. Ça, c'est Rossellini qui a inspiré, d'ailleurs, qui était adoré par les réalisateurs de la Nouvelle Vague. Donc, il y a toujours ce va-et-vient, absolument, entre la France et l'Italie. Vraiment, vraiment, ça, c'est un patrimoine qui est très commun. Et pendant les années 50, 60, 70, les acteurs français pouvaient tourner, ou italiens, indifféremment en Italie, en France, avec les grands réalisateurs, qui soient Ettore Scola, Fellini, etc. Voilà, donc il y a une union qui est... Je pense que le public parisien regarde ces films comme si ça faisait partie de son propre patrimoine. Il n'y a aucun doute en français, je pense, et vice-versa, absolument. Alors ça, c'est l'ouverture de bal. Ensuite, on pourra découvrir ou redécouvrir Médée de Pier Paolo Pasolini, la famille d'Ettore Scola, ou encore le fanfaron de Dino Risi. Qu'est-ce que disent ces œuvres du cinéma italien? Ils disent là une grande vitalité, une grande différence de capacité de récit. Ils disent aussi, enfin, je ne dirais pas ça peut-être de Médée, mais aussi pour beaucoup les codes de la comédie à l'italienne. Cette façon de pouvoir parler des gens communs, des petitesses de l'être humain, et qui deviennent des héros de leur propre vie sans être des héros, et des choses graves, mais toujours avec le sourire ou l'ironie. Ça, je pense que c'est quelque chose que ce cinéma italien a vraiment donné, pas seulement au cinéma, mais aussi à une forme de regard sur le monde, si on peut dire. Voilà. Ça, c'est pour les chefs-d'œuvre, ces grands classiques, mais vous voulez qu'il y en ait aussi pour tous les goûts, et vous voulez qu'on redécouvre ce cinéma italien contemporain, les blockbusters italiens, en avant-première en France, souvent pour la toute première fois. Il y a Berlinguer, il y a La Grande Ambition d'Andrea Segre en présence d'Elio Germano, il y a L'Art de la joie de Valeria Golino. C'est aussi ce qui définit le cinéma italien, aujourd'hui en tout cas. Mais absolument, il y a des grands succès qu'on fait d'ailleurs. On fait aussi Il reste encore demain, qui était un très grand succès. Et si je peux parler, là, il y aura une avant-première qui est une avant-première du festival dans 2 jours. Où ça? En salle, donc au cinéma Publicis. On va lancer, disons, la programmation officiellement, et il y aura une programmation avant-première du film Follemente de Paolo Genovese, qui est très connu même en France. Il avait fait un film qui s'appelle Perfetti Sconosciuti, dont je ne connais pas le titre français. Il sera en salle. C'est vraiment la comédie d'auteur à l'italienne, et il arrivera en salle en France, et nous lançons ça vraiment comme avant-première du festival, et toujours en collaboration. Ce qui fait la possibilité d'organiser une programmation de cette qualité, et qui est, comme vous avez dit, en entrée gratuite, ce sont les gros partenariats que nous avons culturels. Donc avec Cinecittà, avec Italian Screens, qui est le programme italien
italien de promotion du cinéma italien à l'étranger, avec la Cinémathèque italienne. Tout ça, ça nous permet vraiment de donner au public, gratuitement pour le public, une programmation franchement de très belle qualité. Et donc d'ouvrir les portes sur ce cinéma italien, oui. Et en effet sur ces projections qui pour certaines seront des vrais événements, on l'a dit, parce que ça sera pour beaucoup la toute première fois qu'elles seront diffusées en France, et pour d'autres des rééditions en version restaurée de ces grands classiques et de ces chefs-d'œuvre du cinéma italien. Le cinéma aussi en photo avec Ti Amo Cinema qui retracera en images la passion commune qu'ont Français et Italiens pour le cinéma évidemment. Alors qu'est-ce qu'on va trouver dans cette exposition? Écoutez, c'est une sélection magnifique. On vient de la terminer et vraiment c'est une, on pense, exposition en plein air qui sont des photos. C'est vraiment une exposition qui pourrait être dans un musée. C'est des photos donc des archives de la Cinémathèque italienne et c'est, comme on disait, des films qui sont le fruit de cette histoire d'amour entre l'Italie et la France qui a donné autant de coproductions et de chefs-d'œuvre. Vraiment, il y a des couples italo-français, Mastroianni Deneuve, Cardinale Belmondo, Cardinale Jacques Perrin. Il y a une photo, mais à briser le cœur. Ils sont super jeunes, tous les deux, devant une gigantesque machine de cinéma. Ça rend nostalgique. Hein. Oui, voilà. On ne voudrait pas être nostalgique parce qu'il y a beaucoup de jeunesse dans ces photos, mais ça dit combien les choses sont belles quand elles sont faites ensemble et elles se mélangent. Voilà, c'est un peu ça hein, l'idée de ce festival jumelé. Et on le retrouvera aussi dans la table ronde que vous organisez, l'art du faux parfait, habiller le cinéma avec un focus sur les grandes maisons de couture qui ont habillé les chefs-d'œuvre du cinéma français et italien. Et là aussi, on parlait de ce qui nous lie avec l'Italie, la haute couture, la mode, ça fait évidemment partie de ce qui nous lie et de là où on tombe toujours d'accord. Et on le voit dans ses créations et dans ce qui a été confectionné pour ces films. Absolument, vous avez tout à fait raison. Là, il y a des maisons de couture. On aura Tirelli qui est présent, qui est la grande maison de couture au 17, je crois, prix Oscar. Et c'est cette liaison sur la mode, sur le goût. Bon, il semble un petit peu un cliché, mais en fait, c'est la vérité. C'est pas un cliché, c'est la vraie vie. C'est la vraie vie. L'artisanat de luxe, voilà, c'est ça qui nous... Ouais. Vous allez aussi récompenser au travers d'un nouveau prix qui porte le nom de l'événement, Dolce Vita, un film italien parmi 4 sélectionnés, tous réalisés par des cinéastes italiennes. Oui. C'est le public qui va voter? C'est le public qui va voter en salle, donc ce sont 5 films. 5 films, pardon. Oui, non, mais... et donc, on réalise aussi donc, avec Italian Screen, c'est un petit peu l'Unifrance italienne, et sont tous des inédits. Ce sont des films très forts, très jeunes, très beaux. Et donc, c'est vraiment l'occasion pour le public, à part que ça fait toujours plaisir de voter, parce qu'on se sent engagé, mais aussi de découvrir vraiment des films en avant-première. Et le cas veut qu'il s'agit, pour cette première sélection, pour ce premier film, prix Dolce Vita, de réalisatrices femmes. Italiennes. Voilà. Oui, on est particulièrement Vous êtes fiers de présenter une sélection? Oui, elles sont jeunes, elles sont super, vraiment. C'est génial aussi qu'il y ait cette force vive, ces jeunes qui ont toujours envie de faire ces métiers, toujours envie de s'investir dans la production cinématographique. On a besoin des jeunes. Hein. Oui, on ne veut pas faire un festival qui soit en noir et blanc. Non, mes enfants parfois me disent ce film en noir et blanc. Non, il y a de la couleur dans la Rome contemporaine, dans le cinéma contemporain. C'est une époque, d'ailleurs, notre affiche, c'est ça aussi. Hein. Oui, c'est la Dolce Vita, mais la Dolce Vita, il y a de l'énergie, de l'envie de regarder le monde et l'actualité. Donc voilà, c'est aussi ça qu'on essaye de faire. Un autre concours, celui de court-métrage, Ristretto, qui continue et qui présente le travail de la Fémis à Paris et du Centro Sperimentale di Cinematografia di Rome. Ça, c'était dur. J'ai essayé, hein, vous avez vu. Là, l'idée, c'est d'aller montrer qu'il n'y a pas une forme d'art, une forme de cinéma. Les courts-métrages ont aussi leur place, évidemment, dans un festival comme Dolce Vita sur scène. En plus, pour raconter, comme il a dit le président de notre jury binational, qui est l'écrivain italien Paolo Giordano, c'est vraiment une forme d'expression, le court-métrage, qui exprime mieux que d'autres cette fragmentation du présent. Et c'est particulièrement important pour nous. Donc, jumelage Rome-Paris, c'est les grandes écoles de cinéma de ces deux capitales, de un petit peu pousser ou aller regarder, aller enquêter dans les regards du cinéma de demain, du présent, mais aussi de demain. Donc, il faut commencer tout petit. C'est vrai pour les écoles, c'est vrai aussi pour les jeunes publics. Vous proposez des ateliers, notamment l'atelier Poisson Bleu, où les enfants vont pouvoir confectionner des cartes postales, des collages. Là, l'idée, c'est encore une fois finalement de leur montrer à quoi ça ressemble le cinéma, ce que ça peut être, de les sensibiliser, de les initier. Oui, le cinéma et aussi Rome. Vous savez,
d'amener Rome au tout petit. L'année dernière, c'était génial. Les cartes postales étaient vraiment très, très belles. Il y avait beaucoup d'enfants. Et ça aussi, ça rentre dans cette idée de faire de cet endroit, des arènes de Lutèce, une piazza, vraiment avec les gens, avec des tables, avec des rencontres, avec des touch, un moi, bar. je suis complètement omnibulée par un sujet, c'est le sujet gastronomique. Vous me parlez de fêtes populaires, vous me parlez de piazza, on me parle d'Italie. Je me demande si on va boire et si on va manger italien. Vous allez boire et manger italien, je confirme. Ah, ça, c'est une excellente nouvelle. Oui, parce que ça participe aussi de cette ambiance, de cette atmosphère. On sera au début de l'été. Ça dit quelque chose aussi, se évidemment, retrouver, se discuter, ça aussi, c'est très romano-parisien. C'est très humain, mais c'est très romano-parisien. De discuter au bar, du café au spritz. Ben voilà, ça amène la convivialité. Voilà, j'avais pas le mot. La convivialité. La convivialité sera présente à Dolce Vita sur Seine, qui reprend ses quartiers donc dans les arènes de Lutèce. Ça sera du 4 au 8 juillet. Il y a encore des places ? Oui, bien sûr. D'abord, c'est gratuit. Mais il faut quand même réserver ses places. Aller voir. Non, c'est pas nécessaire de réserver sa place. Ça, parce qu'il y a des gradins, mais on peut aller voir pour certains événements à l'Institut de culture italien, oui. Donc il faut nous suivre sur nos réseaux sociaux, où on donne toutes les infos, ou sur le site dolcevitasurscène.com, c'est très facile. Et c'est une entrée gratuite. S'il n'y a plus de place dans les transats, il y a des chaises. S'il n'y a pas les chaises, il y a les anciens gradins romains. La convivialité. Voilà. Merci beaucoup, il y a de la place. Merci d'être venu nous parler de Dolce Vita sur Seine. Et on passe maintenant à la conso et à l'éco. C'est parti. Je suis sûre que vous avez entendu parler de ce scandale aux airbags défectueux, les airbags Takata. En Guadeloupe, un véhicule sur 10 est concerné et considéré comme dangereux. Les chiffres sont moins importants en Ile-de-France, évidemment, mais le risque est bien là. UFC Que Choisir a d'ailleurs porté plainte contre 4 constructeurs automobiles, jugeant leur inaction dangereuse pour les consommateurs. Alors on va parler de ce sujet, on va essayer de vous donner des informations pour que vous puissiez réagir si vous êtes dans cette situation. On va en parler avec Jean-Baptiste Giraud. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un plaisir. Vous êtes directeur de la rédaction d'Économie Matin. Avant toute chose, est-ce qu'on peut rappeler, désolé, mais ce qu'est un airbag et à quoi il sert ? Alors, dans votre volant, dans votre tableau de bord, sur les côtés, vous avez un grand ballon qui se gonfle automatiquement en cas de choc, pas forcément à très grande vitesse d'ailleurs, et qui est censé vous protéger contre les méfaits de l'accident. Soyons clairs, on a sauvé des millions de vies depuis que l'airbag est dans la voiture, mais dans le cas des airbags Takata, il y a un dysfonctionnement, et ce dysfonctionnement peut, au lieu de sauver des vies, peut tuer, alors même que l'accident n'aurait pas tué le conducteur. Oui, si on parle de ces airbags en particulier, ils contiennent un gaz qui s'est dégradé avec le temps et avec la chaleur, et on risque clairement une explosion, c'est le terme qui est utilisé. En fait, tous les airbags explosent à un moment ou à l'autre. Oui, il y a bien une capsule pyrotechnique qui explose et qui va gonfler le sac très très vite. Mais dans le cas des airbags de la marque Takata, un constructeur japonais qui a fait faillite à cause de ce scandale, eh bien, ces airbags ont été mal conçus et ils vieillissent mal dans le temps, alors que, dans mon cas perso, j'ai des voitures qui ont 20 ans, voire plus. J'ai changé les airbags gratuitement dans le cadre d'une campagne de rappel pour ceux qui étaient concernés. Mais si vous avez un vieux airbag qui n'a pas été mis à jour, eh bien, soit il ne se déclenche pas, ce qui est déjà un ennui, soit il se déclenche et il blesse ou il tue l'automobiliste, le conducteur. Je précise que ça ne concerne a priori que l'airbag de volant, parce que les autres airbags ne sont pas concernés par ce rappel. D'accord, donc c'est uniquement les airbags de volant, les autres n'utilisent pas la même technologie, ne fonctionnent pas pareil ? Spécifiquement, si, mais c'est spécifiquement l'airbag de volant, pour des raisons toutes simples, c'est que en fait l'airbag de volant, vous avez la tête devant, alors que lorsque vous êtes passager, l'airbag qui va se déployer, qui sort du tableau de bord, n'est pas du même type que l'airbag de volant. Est-ce qu'on a une idée du nombre de véhicules qui sont concernés ? Alors, je vous ai entendu dire, en Ile-de-France, on est aussi concerné, c'est vrai, et encore une fois, moi en 3 ans, je crois que j'ai remplacé un airbag sur 3 véhicules, 2 Honda et un Mercedes. À chaque fois, il faisait l'objet de la campagne de rappel. Au passage, pour ceux qui seraient inquiets, c'est assez simple. On contacte ça, c'est une bonne nouvelle, parce que les procédures administratives peuvent être... Oui, alors, il y en a un, j'ai dû un petit peu le relancer, mais c'est assez simple. On prend rendez-vous avec le concessionnaire. Le concessionnaire, ça lui coûte rien. Et même, parfois, il y trouve son intérêt, puisque c'est la marque qui va lui payer le temps de travail et qui va prendre en charge le remplacement de l'airbag. Donc, en général, je déposais la voiture le matin. 1 heure après, on m'appelait, on me disait elle est récupérée. Puis
vous pouvez la récupérer. Surtout, vous avez un airbag tout neuf. Ça, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui nous écoutent. Voilà, c'est vrai que se dire que même sur une vieille voiture, ça vaut aussi pour des voitures plus récentes qui ont 5-10 ans, mais même sur une très vieille voiture, quand je parle de très vieille voiture, c'est des voitures qui ont peut-être 20 ans, voire 25 ans, eh bien on peut faire remplacer l'airbag s'il fait l'objet du rappel, et on se retrouve avec un airbag toute dernière génération et qui est reparti pour 25 ans, j'ai envie de vous dire. Mais pour assurer vos téléspectateurs, en Ile-de-France, le risque est minime. Pourquoi ? Parce que c'est juste un problème de température ambiante, et dans les dom-toms, eh bien, il fait très chaud tout le temps. C'est pour ça qu'on a ces chiffres. Et voilà, et ça se dégrade beaucoup plus vite en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion. Comment est-ce qu'on se rend compte que son véhicule est équipé d'un airbag Takata ? Ah bah alors c'est très simple, vous avez un site gouvernemental, vous allez rentrer votre immatriculation, donc vous tapez sur un moteur de recherche, rappel airbag Takata, vous tombez sur un site gouvernemental, vous tapez votre immatriculation et là automatiquement... Ah oui, c'est plutôt bien fait. Oui, ouais, bah, ça a mis du temps, et des associations comme UFC Que Choisir ou d'autres disaient les constructeurs ils font pas de zèle. Bah forcément ça leur a coûté des sommes colossales, puisque rappelons quand même la chaîne, là c'est le côté journaliste éco qui vous parle, mais vous avez quelqu'un qui vend un produit. Ce produit est installé sur des dizaines, des centaines de millions de voitures dans le monde. Le constructeur fait faillite. Le constructeur de ces airbags fait faillite. Et les constructeurs automobiles, ils n'ont personne contre qui se retourner. Alors, donc qui est responsable, pardon, mais Takata. Oui, sauf qu'ils ont disparu. Donc au final, c'est votre constructeur. Contre le constructeur qui lui a vendu la voiture, qui s'est fourni auprès d'un fournisseur qui n'était pas réglo, et donc c'est le constructeur qui paye. Alors justement, UFC Que Choisir attaque 4 de ces constructeurs automobiles, parmi lesquels BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz et Toyota. Pourquoi ? Pour une forme de négligence ? Non, parce qu'on leur reproche de ne pas avoir à chercher assez activement les propriétaires de voitures. Dans mon cas... Ouais, c'est leur rôle. Après, je me mets à leur place. Si vous savez que l'occurrence, le risque est très faible, allez dépenser, on parle de sommes qui atteignent rapidement des dizaines de millions d'euros, voire des centaines de millions d'euros. Donc dépenser plusieurs dizaines de millions d'euros pour changer quelque chose dont on sait que le risque qu'il explose et blesse quelqu'un, et voire, je crois que, je ne sais plus, mais à l'échelle de la France, je crois qu'on a 20 morts, mais sur les 20 morts, il y en a 19 dans les dom-toms. Donc ça ne veut pas dire que les morts des dom-toms valent moins que ceux de l'Europe continentale, de la France, mais on voit bien que c'est lié à la température, à la météo. Donc à la limite qu'on fasse un rappel avec insistance à Perpignan et à Marseille, et à Toulon et à Nice, ça a du sens, mais à Lille, ça n'arrivera jamais. Voilà. Et à Paris, on est entre les deux. Là, on est entre les deux, donc on vérifie sur le site dont vous nous avez parlé. Après, ça vous donne les coordonnées, ça vous donne le mail, ou ça vous donne le process, un numéro de téléphone pour contacter le constructeur. Et pour une fois, la procédure administrative n'est pas trop complexe. Ouais, bon, écoutez, ça a mis du temps. Il faut s'accrocher. Moi j'ai reçu des courriers. En tout cas, en ce qui me concerne, moi j'ai reçu des courriers, des rappels, et après, on envoie un mail au concessionnaire du coin, et il vous remplace l'airbag. Alors après, je vous cache pas que le truc, c'est que si le concessionnaire est loin, là ça devient pénible. Bah oui, moi j'en avais un qui était au bout de la rue chez moi, et un autre, bref, j'ai profité d'un passage dans une ville de province où le concessionnaire n'était pas loin pour le déposer. Bah voilà, celui qui est loin, je peux comprendre qu'il traîne du pied. Et qu'il renonce parfois aussi à... Bon. Après, gardez en tête que ça peut créer de la valeur aussi. C'est-à-dire qu'une voiture dont vous avez changé les airbags, si vous voulez la vendre d'occasion, tiens, j'ai vendu des airbags. J'y avais même pas pensé, vous voyez. Là, on parle des airbags Takata. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres airbags aujourd'hui qui peuvent poser problème, notamment sur une vieille voiture? On a parlé de la chaleur, on a parlé aussi du temps, puisqu'évidemment c'est là où l'airbag peut s'abîmer, peut vieillir tout simplement. Est-ce qu'on doit s'inquiéter si on a un véhicule qui a plus de 15 ans? Alors, tous les airbags, de toute façon, dans une voiture, tout est périssable. Mais ça, c'est pas vu, par exemple, pendant les contrôles techniques ou... Si, bien sûr, si vous avez le voyant. Quand vous avez le voyant au tableau de bord avec le logo airbag ou bien SRS, donc SRS c'est le système de retenue active des ceintures qui vous plaque contre votre dossier de fauteuil en cas d'accident. Donc en fait, quand il y a un accident, vous avez automatiquement un dispositif qui va tendre votre ceinture, et un autre qui va déclencher l'airbag. Et les deux vous protègent, sauvent des vies. Eh bien, si vous avez le voyant SRS ou si vous avez le voyant airbag sur votre voiture, de toute façon, vous ne passez pas le contrôle technique. C'est simple, c'est-à-dire qu'au contrôle technique, on va dire votre voiture, je ne peux pas la valider et il faut faire les travaux. SRS airbag, ça peut coûter assez vite, assez cher. Est-ce qu'il y a des cas où ça ne s'allume pas? On n'est pas au courant qu'il y a une défaillance sur...
Oui, bien sûr. Par principe, tout ce qui est audité, tout ce qui fait l'objet d'un audit avec un capteur qui mesure, qui vérifie ou autre. Il peut y avoir une erreur. Et oui, et sans doute qu'il y a eu des gens qui ont été blessés ou qui sont morts dans des accidents de voiture où on arrivait à la conclusion, un expert est arrivé à la conclusion, tiens, dans ce cas précis, l'airbag ne s'est pas déclenché ou n'a pas fonctionné comme il devait. Mais une chose est certaine, depuis que l'airbag existe, et on pourra ajouter l'ABS, ah oui, voilà. Et c'est vrai que c'est ça qui est inacceptable, c'est que l'airbag vous saute au visage, envoie des morceaux métalliques, puisque c'est ça qu'on reproche aux airbags Takata, envoie des morceaux métalliques dans le visage de la personne qui est censée être protégée par l'airbag. Conduire, par ailleurs. Voilà, elle conduit, elle a un petit accident ou un gros, et là, l'airbag, au lieu de la protéger, l'airbag tue la personne, et ça, c'est inacceptable. Bon, là, ce qui est bien, c'est qu'on a toutes les informations pour se sortir de cette situation. Si on est concerné, vous l'avez rappelé, ça concerne peu de monde au final, et surtout le risque est assez faible. Mais malgré tout, on peut se renseigner, on peut aller au bout. J'ai envie de vous dire, faites-le, c'est gratuit. Ça donne de la valeur à la voiture si vous voulez la revendre. Et puis au passage, trop précautionneux. Oui, et puis en passage, le concessionnaire, si vous n'êtes pas allé depuis longtemps, comme il voit la voiture, il va peut-être voir autre chose. Alors il va peut-être essayer de vous faire la vente additionnelle, mais normalement, il passe la voiture à la valise pour effacer l'erreur, pour dire que l'airbag a été remplacé, et là, il va peut-être voir autre chose. Donc c'est l'occasion de détecter un éventuel autre souci. Voilà. Bon, là, on a et d'avoir une mauvaise surprise d'une facture avant les vacances, mais ça c'est une autre histoire. Ça, ne le rappelez pas, on ne veut pas savoir. Merci beaucoup Jean-Baptiste Giraud. Je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction d'Économie Matin. C'était un plaisir de vous avoir en plateau. Moi, je vous retrouve demain dans Bienvenue en Ile-de-France. Et en attendant, je vous souhaite une excellente soirée.